Oui, donc merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et pour l'opportunité de communiquer. Donc moi, mes travaux portent en effet sur la figure du robot et plus particulièrement la figure du robot dans les spectacles vivants contemporains, donc danse, théâtre et performance. Et j'étudie les robots en tant que figure se situant à la frontière entre réel, art et fiction. Donc, pour mieux comprendre ce que suscitent les robots dans notre imagination et pour essayer d'en faire la genèse, je me suis très vite tournée vers la littérature, les littératures et notamment vers les littératures de l'imaginaire et notamment vers la science-fiction et les œuvres cyberpunk. Effectivement, une des questions que je me suis très vite posée, c'était de savoir si le robot avait un genre. Si le robot est un objet, une machine, un de ses intérêts dans le spectacle vivant, d'après un des chorégraphes que j'ai pu interroger, c'est la projection de vivant et d'affect que suscite un robot montré sur scène chez le spectateur. Qu'est-ce qui fait que dans un geste, on dit que c'est touchant, humain, dit-il, que d'un seul coup, on projette de l'humain dans une boîte en plastique, même si elle a une forme humanoïde, et à quel moment est-on touché par la fragilité de la machine? Et ce qui est intéressant dans la danse, c'est qu'on n'est pas dans des actions narratives, mais psychologiques. Le robot ne dit pas bonjour, mais il fait une sorte de courbe, d'arabesque qui va évoquer quelque chose d'humain. On pourrait envisager de remplacer le mot humain par le mot féminin ou le mot masculin dans la même phrase. Puisque, en fait, les robots que j'ai pu voir dans le spectacle vivant, dès qu'ils étaient un tant soit peu humanoïdes, et parfois même lorsqu'ils ne l'étaient pas, étaient très souvent perçus comme soit féminins, soit masculins, et donc ils étaient genrés. Donc vous vous doutez bien que dans le spectacle vivant, c'est pas vraiment des humanoïdes, des androïdes hyper réalistes qui sont utilisés, mais plutôt des robots assez rudimentaires. Et donc la perception de genre ne vient pas vraiment du corps du robot à proprement parler. Ils n'ont pas d'organes génitaux, par exemple, mais plutôt des attributs que les artistes auraient ajoutés au robot. Donc, par exemple, ça peut être une perruque, des lunettes, des vêtements, ou alors à la voix et la personnalité qui leur ont été assignés. Pour schématiser, par exemple, il est très facile de figurer une intelligence artificielle qui serait perçue comme féminine en diffusant une voix synthétique un peu aiguë. Donc, par ailleurs, si on prend des robots qui n'ont d'attributs ni masculins ni féminins et qui sont donc humanoïdes mais plutôt neutres, enfin, ou même complètement neutres, on remarque qu'on a tendance à les penser par défaut comme masculins, comme les robots Nao, Pepper ou Poppy, si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, le mot androïde désigne, selon la définition Wikipédia, ce qui est de forme humaine. Pourtant, ce mot vient de la racine andros, qui signifie l'homme. Et on voit quand même régulièrement ce mot désigner des robots hommes, mais aussi des robots femmes, comme par exemple dans l'œuvre de Philippe K. Dick qui a inspiré Blade Runner et aussi dans le film pour le personnage de Rachel. Donc le terme de gynoïde, en revanche, existe aussi, mais il est plus rarement utilisé et il désigne exclusivement des robots à apparence féminine. Voilà. Donc le terme d'humanoïde, lui, désigne plutôt des robots présentant des particularités humaines, comme le fait d'avoir des bras et des jambes, ou un semblant de visage, mais sans chercher à ressembler à l'identique à l'être humain. C'est donc plutôt l'idée, la notion d'humain qui est évoquée dans l'apparence de ces robots, par exemple, pour créer et faciliter une interaction, que ce soit dans la fiction ou dans le réel d'ailleurs. Donc, à ces robots évoquant l'humain, on peut finalement appliquer la théorie du masculin neutre de Simone de Beauvoir. Ça, c'est un des premiers concepts qu'elle explique, ou une des premières idées qu'elle explique dans l'introduction du deuxième sexe, pardon. Et donc, elle écrit « Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français les hommes, pour désigner les êtres humains. Le sens singulier du mot vir s'étant assimilé au sens général du mot homo. La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité, écrit-elle. Pour en venir dans le vif du sujet et au thème qui nous occupe aujourd'hui, le robot humanoïde,
avant d'exister dans nos réalités. Il a été fantasmé et imaginé dans la fiction à maintes reprises. Vous savez probablement que le mot robot est apparu pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre qui s'appelle Roar, les robots universels de Rossum. Donc, c'est une œuvre de Karel Čapek dans laquelle les humains sont reproduits à l'identique en laboratoire pour produire des super travailleurs qui épargnent en fait les tâches ingrates aux humains. Ces robots, au fil de l'histoire, développent une conscience, un affect et ils finissent par faire la révolution. Il y a une fin apocalyptique. On remarque dans cette pièce de théâtre que plusieurs robots figurent dans la liste des personnages. On a notamment le robot Hélène, dont on comprend vite qu'elle est la copie en fait d'une humaine qui s'appelle Hélène Glory et qui est la future épouse du directeur général des entreprises Roar. Donc il y a aussi des robots masculins dans la liste des personnages, mais eux ne sont la réplique de personne, c'est juste des robots. Et alors, cette pratique de vouloir reproduire par la robotique ou la science des femmes existant par ailleurs, c'est quelque chose qui se répète dans la fiction. On a par exemple un exemple assez connu, Métropolis de Fritz Lang, en 1927, où une jeune prolétaire de la ville basse voit son physique reproduit et utilisé par un savant fou pour créer une androïde, ou disons une gynoïde, qui doit servir les intérêts des patrons de la ville haute, en gros. Donc, dans ces récits, on remarque des types, des figures récurrentes, notamment celle du savant fou, ou alors génial, un peu des deux souvent, qui est évidemment toujours un homme et qui va créer un humain artificiel et parfois une femme. Dans la réalité, on peut penser à l'ingénieur Ricky Ma, qui en 2016 s'est construit un robot pour qu'il soit son assistant personnel et qui a la particularité, le robot, de beaucoup ressembler, voire de ressembler comme deux gouttes d'eau à l'actrice Scarlett Johansson. Ricky Ma déclare avoir ainsi réalisé un rêve d'enfant. Donc, on peut faire une petite parenthèse pour rappeler que Scarlett Johansson a interprété le rôle du major Motoko Kusanagi dans la version de 2017 de Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Dans cette version, elle s'appelle Myra Killian. Mais elle a aussi interprété la voix de l'intelligence artificielle dans Her de Spike Jonze en 2013 ou encore le rôle de Lucy dans le film éponyme de Luc Besson. Bon, là, elle ne joue pas un robot ni réellement un cyborg, mais quand même une humaine augmentée qui évolue dans un univers de science-fiction et dont tout le savoir et les capacités sont matérialisés à la fin du film par une clé USB. Donc, on peut difficilement ignorer que Scarlett Johansson est souvent dépeinte comme le fantasme masculin absolu. Jusque dans sa voix, elle est rarement représentée autrement qu'en séductrice. Et donc, quoi de mieux pour avoir l'illusion de s'approprier son corps et sa personne que d'en faire une humaine artificielle, conçue ou modifiée par des hommes, et qui leur devrait donc son existence ou ses performances en quelque sorte. Donc là, ça introduit l'idée de la femme-objet poussée à son extrême. Donc, ce qui me fait presque naturellement faire un bond en arrière pour arriver au 19e siècle. Donc, je vais extraire 3 exemples littéraires fantastiques. Je vais en parler assez brièvement puisque j'ai bien lu les limitations d'époque posées par le labo des imaginaires. Donc, j'essaierai de me reconcentrer ensuite sur le 20e et le 21e. Donc, on a d'abord Le Marchand de sable de E.T.A. Hoffmann en 1817. Donc là, on a un héros qui tombe amoureux d'une automate qu'un savant présente comme sa fille. Il est complètement ébloui par son physique parfait, mais surtout par son silence et par son immobilité presque complet. Elle dit quelques mots, mais pas grand-chose. Et il les interprète comme une écoute sans faille et une grande profondeur d'esprit, alors que sa promise, parce qu'il est par ailleurs promis à une autre femme qu'il aime beaucoup au début, elle a tendance à être distraite quand il lui parle, à lui opposer des critiques quand il lui lit ses poèmes, par exemple. Deuxième œuvre, dans L'Ève future, ça c'est un roman de 1886, donc un peu plus récent, écrit par Villiers de l'Isle-Adam. Le savant Edison pense rendre service à son ami proche en reproduisant à l'identique une femme. Donc là, on a encore
une femme réelle en quelque sorte à l'histoire qui est reproduite en tant que robot ou femme artificielle. Donc à l'identique, une femme dont celui-ci était pris pour sa beauté. Elle est décrite comme très très belle, mais aussi comme très bête. Et donc, petite citation, voici ce que prévoit le savant pour sa gynoïde. 70 mouvements généraux. C'est à peu près le fond de ce dont une femme bien élevée peut et doit disposer. Mais j'ai calculé que 27 ou 28 mouvements au plus constituent déjà une rare personnalité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une femme qui gesticule beaucoup? Un être insupportable. Insupportable aussi à ses yeux serait une femme qui penserait trop. Est-ce autre chose qu'un monstre, dit-il, quoi de plus attristant, de plus dissolvant que l'abominable être qu'on nomme une femme d'esprit? Alors, par contraste, on peut aussi citer Mary Shelley, qui est parfois considérée comme l'inventrice de la SF, et son célèbre roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui est paru en 1818. Donc la créature de Frankenstein est genrée au masculin et n'a pas de nom et se verra refuser jusqu'à la fin du livre par son créateur et donc quelque part par Mary Shelley, une créature féminine pour l'accompagner. La fiancée de Frankenstein n'apparaîtra qu'en 1935 dans le film éponyme réalisé par James Whale, qui met en scène Shelley se laissant persuader d'écrire la suite de son roman et donc d'inventer la compagne de la créature qu'on verra ensuite dans le film. Voilà. Donc, dans sa préface au cycle des robots, Asimov parle beaucoup de Frankenstein et de Shelley et il écrit à ce propos: le roman produisit une sensation considérable et a toujours conservé depuis son extraordinaire pouvoir. Il n'y a absolument aucun doute sur celui des deux Shelley qui a imprimé le plus profondément sa marque sur le public en général. Donc, il fait référence à Percy Bysshe Shelley, le mari de Mary Shelley, qui est également écrivain. Voilà, donc transition. Ainsi, les femmes peuvent aussi être les sujets d'histoires de robots et créer de la fiction ou du réel à partir de technologies qui leur sont contemporaines. Et donc, on en arrive à la partie des cyborgs. Et on va citer à nouveau Simone de Beauvoir, qui pensait que la technologie allait rendre possible l'égalité de genre et gommer certaines inégalités physiques. Donc, elle écrit, toujours dans le IIe siècle, dans l'histoire humaine, la prise sur le monde ne se définit jamais par le corps nu. La main, avec son pouce préhensif, déjà, se dépasse vers l'instrument qui multiplie son pouvoir. Dès les plus anciens documents de la préhistoire, l'homme nous apparaît toujours comme armé. Au temps où il s'agissait de brandir de lourdes massues, de tenir en échec les bêtes sauvages, la faiblesse physique de la femme constituait une infériorité flagrante. Il suffit que l'instrument réclame une force légèrement supérieure à celle dont la femme dispose pour qu'elle apparaisse comme radicalement impuissante. Mais il peut se faire au contraire que la technique annule la différence musculaire qui sépare l'homme de la femme. L'abondance ne crée de supériorité que dans la perspective d'un besoin. Il n'est pas mieux de trop avoir que d'avoir assez. Ainsi, le maniement d'un grand nombre de machines modernes n'exige qu'une partie des ressources viriles. Si le minimum nécessaire n'est pas supérieur aux capacités de la femme, elle devient dans le travail l'égale de l'homme. En fait, on peut commander aujourd'hui d'immenses déploiements d'énergie simplement en pressant un bouton. Donc, si sa vision des femmes, du féminisme et de la technologie nous apparaît aujourd'hui comme un peu simpliste, un peu datée, c'est quand même intéressant de constater qu'elle construisait déjà dans les années 40 une pensée autour du fait que les femmes peuvent et doivent s'emparer des machines et des technologies pour s'émanciper. Et on en arrive donc à Donna Haraway, cyberféministe, qui s'est illustrée dans la publication de son manifeste cyborg en 1985. Et elle nous propose, au début de son texte, de penser le cyborg comme la réappropriation ironique d'un mythe, ou comme elle le dit, la construction ironique d'un mythe politique qui soit fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Donc, elle utilise la figure du cyborg pour nous enjoindre à imaginer des réalités autres qui transcenderaient les dualités de genre
et l'idée qu'on se fait d'un humain pur et uniquement biologique et ontologique. La fin du XXe siècle, notre époque, écrit-elle, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. En bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunie, et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Puisque le cyborg est un être hybride, défini par Haraway comme un organisme cybernétique, hybride de machines et de vivants, il est à même de représenter la complexité et la multiplicité du vivant, qui non seulement est façonné par la culture et de plus en plus par les outils technologiques, mais aussi de représenter la complexité et la diversité de ce qu'on appelle la femme et des luttes féministes. Elle explique qu'il n'existe pas une expérience des femmes qui permettrait de toutes les regrouper en un même ensemble tendant vers les mêmes objectifs. Haraway fait la critique de biais racistes et sexistes dans les sciences naturelles, mais aussi dans les grands récits fictionnels et mythologiques, qui pousseraient l'humain à croire qu'il a une nature propre et à perpétuer certains modèles sociétaux comme la binarité de genre, le colonialisme, etc. Encore une citation. Donc, contrairement au monstre de Frankenstein, le cyborg n'attend pas de son père qu'il le sauve en restaurant le jardin originel, c'est-à-dire en lui fabriquant une compagne hétérosexuelle, en faisant enfin de lui un tout fini, une cité, un cosmos. Le cyborg ne rêve pas d'un modèle préétabli sur la famille organique, mais il n'en a pas pour autant un projet oedipien. Le cyborg ne reconnaît pas le jardin d'Éden, il n'est pas fait de boue et il ne peut rêver de retourner à la poussière. C'est peut-être pour cela que je veux voir si les cyborgs peuvent subvertir l'apocalypse du retour à la poussière nucléaire engendrée par la compulsion obsessionnelle à nommer l'ennemi. Les cyborgs ne sont pas respectueux, ils n'ont pas de souvenir du cosmos. Donc c'est vrai qu'elle s'oppose ainsi à la dimension moralisatrice des exemples du 19e que j'ai cités un peu plus tôt, et qui voit dans l'excès de science un danger, une défiance de Dieu, de la nature, une nature humaine qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Et elle semble également ici critiquer la psychanalyse freudienne qui voudrait que toute tendance à déroger à l'obligation de reproduire le modèle du couple hétérosexuel viendrait d'un accident d'Oedipe. Donc, elle a bien conscience aussi que la réalité sociale des milieux des technologies informatiques et numériques, mais aussi certaines œuvres de science-fiction mainstream, ne font que renforcer ces stéréotypes. Et c'est une idée qu'elle développera par la suite, mais elle écrit rapidement ceci. Reste le grand problème des cyborgs. Ils sont les rejetons illégitimes du militarisme et du capitalisme patriarcal, sans parler du socialisme d'État. Mais les enfants illégitimes se montrent souvent infidèles à leurs origines. Leurs pères sont après tout inessentiels. Donc plus loin, elle cite quelques auteurs de science-fiction féministes qui l'ont inspirée, comme Octavia Butler ou Samuel R. Delany. Elle et ils sont des théoriciens et théoriciennes des cyborgs, écrit-elle. Donc pour en revenir aux cyborgs troublantes, troublant et troublant du titre de ma communication, c'est en fait un clin d'œil au trouble dans le genre de Judith Butler dont dont je parlerai pas du tout aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Et c'est aussi une tentative de faire un parallèle en fait entre le trouble suscité chez le spectateur ou le lecteur devant certaines œuvres de SF dont les modalités sont autres que celles connues de lui. Donc on se retrouve dans des mondes inconnus, mystérieux, et plus particulièrement face à des personnages de cyborgs dont on ne peut pas facilement discerner ce qui chez eux relève de l'organique ou de la machine. Donc un parallèle entre ce type de trouble et le trouble suscité par le fait de ne pas pouvoir discerner facilement le genre d'une personne dans la réalité ou d'un personnage dans une fiction. Donc, dans le Ghost in the Shell de 1995, des titres ou des noms de personnages qui pourraient être considérés comme a priori plutôt masculins, comme le Major et le Puppet Master, sont représentés par ou dans des corps féminins. Le Major donc, est une femme aux aptitudes physiques exceptionnelles, dont le corps est entièrement robotisé.
bien que représentant presque parfaitement un corps humain, ça on pourrait en discuter, ce corps est très fétichisé, pardon, et il est montré nu et sous tous les angles durant tout le film. Le Puppet Master, quant à lui, est un esprit errant sur les réseaux informatiques et ayant colonisé un corps de gynoïde pour pouvoir communiquer et agir dans l'histoire. Donc l'univers du film est fait de telle manière que le spectateur a du mal, ou en tout cas le spectateur novice, à faire la différence entre ce qui relève du robot, de l'humain, du cyborg, du ghost, de l'esprit, etc. dans ce monde-là. Mais on comprend assez vite en fait que cette confusion est un enjeu majeur pour l'histoire, elle fait partie de l'histoire et c'est un enjeu également pour le personnage principal. Et donc, je vais vous en montrer un petit extrait. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous entendez le son? Je vais En fait, il faut que tu refasses ton partage en cochant la case qui est en bas à gauche avec activer le son. Tout à fait. En plus, j'ai testé tout à l'heure et j'ai oublié de le faire dans le feu de l'action. Donc, arrêtez. Voilà, c'est bon. C'est bon, là. Qu'est-ce qui te tracasse encore? C'est ce robot. Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble? Bien sûr que non. Attention, je ne parle pas physiquement. Mais comment alors? Je ne sais pas, mais tu vois, nous les cyborgs, on a une tendance à la paranoïa au sujet de nos origines. Parfois, je doute réellement d'être moi-même. C'est comme si j'étais morte il y a longtemps et que quelqu'un ait pris mon cerveau et l'ait implanté dans ce corps. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de moi, que je suis entièrement synthétique, comme cette affreuse chose. Ton enveloppe en titane abrite des cellules humaines, Kusanagi. On te traite comme les autres humains, alors n'exagère pas. Mais justement, il n'y a que cela qui me donne l'impression d'être un humain. La façon dont je suis traité. Je veux dire, qui sait ce qu'il y a dans nos têtes? Tu as déjà vu ton propre cerveau? On dirait que c'est ton ghost que tu remets en question, là. Et si un cybercerveau pouvait tout seul générer son ghost, créer sa propre âme? Tu te rends compte, si c'était possible, à quoi ça servirait d'être un humain? Voilà. Donc, on voit que le personnage principal lui-même, le Major, se pose beaucoup de questions sur son identité, sur son corps, etc. Et donc dans Innocence ou Ghost in the Shell 2, on a ces réflexions, en fait, ces mêmes réflexions qui sont généralisées et qui sont poussées un peu à l'extrême, en les faisant formuler de plein de manières différentes à travers de nombreuses citations, et notamment à travers le personnage de Haraway elle-même, enfin un personnage qui est nommé Haraway, pardon, dans le film. Donc je vais vous montrer un petit extrait de ça également. Hop. Okay. De jeunes policiers en service. Elle essayait d'attenter à ses jours au moment où vous avez tiré. C'est bien ça? Attenter à ses jours, vous dites, mademoiselle? Haraway. Mademoiselle Haraway. Comment un robot s'y prend-il pour attenter à ses jours? Par dysfonctionnement délibéré, ces gynoïdes sont capables de s'autoriser des actes d'agressivité contre tout être humain. D'un point de vue purement logique, ce comportement les libère en quelque sorte du code de moralité numéro 3.
c'est-à-dire de préserver leur existence sans jamais maltraiter ou blesser aucun être humain. Ne serait-il pas plus approprié de parler alors d'autodestruction? Seulement si l'on considère qu'il y a une très nette différence entre l'homme et la machine. Est-ce que ce genre de suicide se limite à un modèle spécifique de gynoïde? Non, pas forcément. Ces dernières années, nous avons enregistré une hausse sensible d'accidents de cette nature. En particulier parmi la population de robots de compagnie. La cause? Il y en a plusieurs. Contamination des cerveaux électroniques par des germes ou des virus, erreurs humaines en matière de production, défaillances fonctionnelles liées à l'usure. Vous avez le choix. Cependant... Bon, voilà, c'est un extrait qui est un peu long, celui où Haraway s'exprime, donc je vais pas tout vous montrer, mais il y a cette phrase quand même significative qu'elle dit seulement si l'on considère qu'il y a une réelle différence entre l'humain et la machine. Donc on voit que le personnage de Haraway, comme la vraie Haraway, questionne ici la différenciation binaire entre corps organique et machine. Donc, pour conclure, je vais vous parler un petit peu d'un roman qui s'appelle La justice de l'ancillaire, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent ici. Roman de Anne Leckie de 2013, qui m'a semblé très bien incarner à la fois ces deux troubles, donc le trouble de genre et le trouble de l'identité par rapport au corps, par rapport au corps machinique ou non. Et répondre assez bien au mythe du cyborg ou de la cyborg selon Haraway. Donc, dès le début du roman, on a à la fois le genre et la nature humaine, donc le genre féminin-masculin, hein, et la nature humaine ou non du personnage principal qui fait l'objet d'incertitudes. D'ailleurs, je me suis demandé comment genrer ce personnage dans cette communication, donc j'ai choisi le « elle » parce qu'elle utilise « elle » pour genrer tout le monde finalement. En tout cas dans la traduction française du coup. Donc elle vient d'une planète où on ne distingue pas le genre des personnes. Les habitants de la planète où elle se trouve en revanche mettent de l'importance dans le genre et elle doit produire un effort pour ne pas mégenrer les personnes. Donc citation, les Ratchai se soucient peu du genre et la langue qu'elle parle, ma propre première langue, ne la marque d'aucune façon. Celle que nous parlions en ce moment le faisait, et je pouvais m'attirer des ennuis en employant une formulation erronée. Pour ne rien arranger, les signes conçus pour distinguer les genres changeaient d'un lieu à l'autre, parfois de façon radicale, et avaient rarement un sens pour moi. Et donc, encore une fois, la traduction française rend compte de cette indifférenciation de genre ou de cette confusion de genre de la manière suivante. Donc, quand elle arrive dans un endroit, dans un bar, elle décrit les personnes de la manière suivante. Une serveur se tenait derrière un comptoir. C'était une indigène, courte et grasse, pâle, les yeux écartés. 3 clients étaient affalés EES sur les sièges... sur des sièges à une table sale. Donc, on a... alors, il y a un personnage dont elle essaye de deviner le genre et on a peu d'informations sur l'apparence de ce protagoniste, mais elle dit elle devait être mâle à en juger par les motifs anguleux en dédale qui parsemaient sa chemise. Donc, le seul indice de genre qu'elle arrive à déceler, en fait, c'est un vêtement et donc le symbole d'une pure construction sociale et culturelle plutôt qu'un attribut physique et corporel. Donc le personnage semble plus en tension elle-même par son identité de machine ou d'intelligence artificielle dans un corps humain que vis-à-vis de son identité de genre qui pour elle ne semble pas vraiment exister, en tout cas au début. Et elle dit je n'avais aucune raison d'avoir mauvaise... Ah oui, elle dit à propos de quelqu'un qu'elle va sauver au début. Je n'avais aucune raison d'avoir mauvaise opinion d'elle. Au contraire, elle avait les manières d'une personne éduquée, bien élevée, de bonne famille. Pas envers moi, bien entendu. Je n'étais pas une personne, j'étais du matériel, une partie du vaisseau, mais je ne l'avais jamais particulièrement aimée. Et en fait, dans le roman, il va y avoir beaucoup de descriptions et
qui se suivent, à la fois de choses très organiques et à la fois avec un vocabulaire très machinique. Elle parle de sa coque, elle parle de chair, de choses comme ça. Et donc, il y a toujours en fait cette dualité et cette espèce de tension par rapport à ça. Et en parallèle, il y a le genre qui est aussi, qui n'est pas vraiment décrit, qui est là, qui est obligatoire de par la langue, mais qui n'est pas vraiment défini, ou en tout cas qui essaye de ne pas l'être. Dans la langue française, c'est compliqué, mais voilà. Arrêter là, peut-être qu'on peut conclure un peu tout ça.